peut-être te donner ça, Antonio, comme ça. Ben donc voilà, bonjour à tous. Donc moi je suis ici pour vous parler du temps, même si ça va être d'une manière un petit peu détournée. Donc depuis maintenant 5 ans, j'ai entamé un projet de documentaire qui s'appelle Les Petites Caresses. Et c'est parti à la base d'une envie personnelle parce que je traversais moi-même une période de ma vie où je vivais une rupture amoureuse qui était mon premier grand chagrin d'amour, on va dire. Et suite à ce premier grand chagrin d'amour, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste à pleurer sur mon triste sort ou bien est-ce que j'essaie d'en faire quelque chose? Et donc j'ai commencé à parler avec quelques personnes autour de moi, à échanger des réflexions sur l'amour, la durabilité de l'amour et des choses comme ça. Et puis je me suis dit, tiens, il y a des gens qui racontent des choses vachement intéressantes et ça m'a donné envie de les enregistrer en fait. Et donc j'ai commencé comme ça à enregistrer toute une série de personnes. Et puis petit à petit, avec certaines d'entre elles, c'est lié vraiment à une relation un peu plus d'intimité, où on a eu envie d'aller un peu plus loin. Et de là, alors je me suis mise à chercher des couples qui avaient des profils un petit peu différents. Et j'ai été chercher dans un entourage proche d'abord, puis cet entourage proche m'a permis de rencontrer d'autres couples que je connaissais de vue, mais qui n'étaient pas mes amis, quoi. Et c'est comme ça que j'ai fini par garder 3 couples et ma grand-mère pour m'accompagner dans ce projet au long cours. Et donc, y a par exemple un mot qui existe en japonais et qui signifie le temps qui passe à travers la lumière qui se transforme. Et donc j'ai envie de dire que le projet de documentaire que je veux développer va parler du temps qui passe à travers l'amour qui se transforme. Et donc pour ça, je vais peut-être un petit peu maintenant vous parler des différents couples qui sont dans le film. Donc ma grand-mère n'est pas un couple, elle est décédée maintenant, elle était seule, mais elle a vécu 55 ans de vie commune avec mon grand-père. Et donc elle est ici à l'extrême gauche, enfin à l'extrême droite plutôt. Et donc voilà, elle a vécu dans une famille où ses parents en fait ne s'entendaient pas du tout, c'était vraiment la crise perpétuelle et donc elle était très contente de pouvoir se marier pour quitter cette atmosphère de conflit permanent. Et elle a rencontré mon grand-père quand ils étaient assez jeunes. Sa mère n'était pas d'accord qu'ils aient une relation amoureuse parce qu'elle trouvait qu'elle était trop jeune. Et en plus, elle trouvait que mon grand-père n'était pas la personne appropriée, mais ils ont tenu bon, donc ils se rencontrent en cachette dans des petits chemins secrets. Ils avaient une tante qui gardait le secret où ils pouvaient aller se rencontrer de temps en temps. Et donc elle était couturière et femme au foyer, mon grand-père était postier, et ils ont eu 3 enfants. Et ils ont connu pas mal de hauts et de bas dans leur vie. Ils sont notamment partis vivre en Allemagne parce que lui, il était postier pour la poste militaire, elle était couturière, et ils sont revenus vivre en Belgique après. Ils ont vécu des périodes de doute, d'infidélité, mais malgré tout ça, ils ont choisi de rester ensemble. Et je pense que pour moi, c'était quelque chose d'important d'aller la rencontrer, elle, pour qu'elle me parle aussi, qu'elle me transmette aussi ce de quoi je suis faite, quelque part. Et aussi pour passer du temps avec elle, aussi dans sa solitude, parce que elle était veuve depuis 12 ans. Et c'était pas toujours facile pour elle d'être seule et de vivre avec tous ses souvenirs. Et donc ce qu'elle disait, elle, c'est que pour elle, c'était difficile d'envisager la vie sans avoir des petites caresses, justement. Et que c'était quelque chose de très important, que c'était bien dommage qu'elle n'était plus là, quoi. Et que finalement, une des choses les plus importantes qui restait dans sa vie, malgré tous les hauts et les bas qu'elle avait pu vivre avec mon grand-père, c'était quand même l'amour. Voilà, et donc ça c'est quand ils sont partis voyager en Suisse, donc on les voit un peu évoluer au fil des âges. Et donc moi j'ai essayé de lui rendre un peu des petites caresses qui lui manquaient. Et donc dans le film, en fait, je vais apparaître avec ma grand-mère. Donc chaque fois que je lui ai rendu visite dans le home pendant les 2 dernières années de sa vie. Et donc ça retrace un peu sa fin de vie. En même temps que ma grossesse, puisque à la base, mon projet de film part d'une rupture amoureuse, mais en fait, je suis toujours avec cette personne-là aujourd'hui et nous avons eu un enfant ensemble.
Donc voilà, ça c'était mon grand-père Edmond. Et puis là, c'est les images vers la fin du moment où je me rendais dans la maison de retraite, avant qu'elle ne nous dise au revoir définitivement. Voilà, ça c'était Berthe, qui avait 95 ans quand elle est décédée. Et puis alors, on peut passer peut-être à la personne suivante. Voilà. Alors ça c'est François, qui était lui aussi vraiment un proche. Donc c'est un de mes meilleurs amis d'enfance. Alors François, à la base, il aimait les filles et les garçons. Et même plutôt les garçons, je dirais, donc pendant son adolescence et sa vie de jeune adulte, il a plutôt entamé des relations longues avec des hommes. Et puis un beau jour, il s'est dit, mais peut-être que voilà, je suis passé à côté de quelque chose ou que j'ai fermé la porte trop vite. Et donc il s'est remis à rencontrer des filles, il est sorti avec une fille pendant un certain temps. Mais il disait, voilà, pour moi, c'est impossible d'envisager de se lancer dans une relation de couple avec une seule personne et avec une personne avec qui je vais rester toute ma vie. Moi, j'ai envie de pouvoir multiplier les relations, et si pas forcément d'un point de vue sexuel ou émotionnel, aussi voilà, avoir des relations privilégiées de travail, peut-être des personnes qui allaient être des muses pour lui, ou bien d'autres qui allaient être super chouettes d'un point de vue amical. Mais voilà, en tout cas, il ne voulait pas se consacrer à une seule personne jusqu'à ce qu'il rencontre Aisling, qui est donc irlandaise et qu'il a rencontrée lorsqu'il est parti en Croatie pour un travail. Ils se sont rencontrés dans le cadre d'une formation et là, vraiment, ça a été le coup de foudre. Et donc, ils ont commencé à entamer une relation à distance pendant 1 an et demi environ, où ils se voyaient tous les week-ends, les week-ends où ils pouvaient se voir. Lui, de temps en temps, allait en Irlande, elle, de temps en temps, venait en Belgique. Mais voilà, c'était assez difficile de tenir la relation dans la durée aussi, même s'ils étaient très contents et très fous de se retrouver chaque fois qu'ils en avaient la possibilité, quoi. Et donc, à un moment donné, ils ont décidé d'habiter ensemble, et donc elle a franchi le pas. Et ses parents l'ont conduit avec armes et bagages pour venir vivre en Belgique avec François. Et au début, ça a été très difficile pour elle parce qu'elle parlait anglais, elle n'avait pas de cercle d'amis, donc elle comptait aussi beaucoup sur lui. Du coup, la relation était un peu déséquilibrée. Il fallait aussi qu'elle puisse trouver sa place dans l'univers de François, qui est quelqu'un, voilà, il vivait déjà dans cet appartement-là depuis 6 ans, et donc il avait, toute chose avait sa place. C'était difficile d'aménager l'espace en commun. Donc là, ça parle beaucoup aussi de comment on investit ensemble un espace et comment on laisse de la place à l'autre, et le territoire de chacun, comment on trouve son équilibre là-dedans. Et puis au bout d'un moment, ça se passait quand même tellement bien qu'ils ont décidé de se marier. Et alors tous les deux, ils ont chacun une famille nombreuse avec plein d'enfants, plutôt des convictions catholiques, etc. Et donc ils ont décidé de retourner se marier en Irlande. Mais quelques mois en fait avant que le mariage n'ait lieu, François a commencé à perdre pas mal de poids. Voilà, ils sont beaucoup inquiétés. Il a fait toute une série de tests médicaux. Et au bout de toute une recherche médicale, on a découvert qu'il était séropositif. Et donc, voilà, ça a vraiment été une énorme claque pour eux, où ils se sont demandé aussi ce qu'ils allaient faire. Les parents d'Aisling lui ont proposé de revenir en Irlande. En même temps, elle ne voulait pas du tout le quitter. Et donc, ce qui aurait pu finalement les éloigner, les a vraiment rapprochés. Et voilà, il a fini par aller à l'hôpital, il avait perdu 20 kilos, il a été soigné. Et malgré tout ça, ils ont décidé de se marier. Et donc, en 2013, ils se sont mariés en Irlande. Et alors voilà, à cette période-là aussi, ça a été très difficile pour eux parce que comme elle ne savait pas qu'il était malade et que la maladie lui pompait vraiment beaucoup d'énergie, elle avait l'impression qu'il se désintéressait d'elle ou qu'il avait moins de désir pour elle, alors qu'en fait ce n'était pas du tout ça, quoi. C'était vraiment parce qu'il était complètement affaibli par la maladie, quoi. Et donc ça a aussi évidemment ouvert toute une autre dimension dans leur relation par rapport
à la confiance en l'autre, mais aussi d'un point de vue physique. Lui s'est beaucoup posé la question de savoir pourquoi il avait été malade. Il a un peu vécu ça comme une punition divine, de par le fait qu'il avait eu un passé homosexuel, et voilà, il avait l'impression que c'était comme une sorte de punition. Mais donc malgré tout ça, ils sont partis se marier en Irlande, et Aisling lui a fait confiance, quoi. Donc elle n'a jamais remis en cause, ni dit « Ah oui, avec qui est-ce que tu as pu attraper ça ?» Enfin, ils en ont parlé beaucoup, mais voilà, c'est une épreuve en tout cas qu'ils ont traversée ensemble. Et voilà, donc ils se sont mariés. Et puis après, donc, ils sont revenus vivre en Belgique. Ils ont emménagé dans un nouvel appartement. Et aujourd'hui, en fait, ils essayent maintenant depuis 2 ans d'avoir un enfant qui ne vient pas. Et donc voilà, ça c'est aussi un peu tout l'expérience et allez, je ne vais pas dire le défi parce que c'est pas le bon mot, mais l'envie qui les anime. Et donc ils se disent que s'ils ne parviennent pas à avoir un enfant de manière naturelle, ils vont peut-être adopter un enfant. Donc voilà où ils en sont aujourd'hui. Alors ça c'est Véronique. Donc Véronique, elle a été mariée une première fois. Elle a eu 2 enfants de son premier mariage. Puis voilà, au bout de 7 ans de vie commune avec son compagnon de cette époque-là, elle a décidé de se séparer parce que ça n'allait pas. Et elle s'est mise en ménage avec Mathieu. Puis ils ont eu un enfant ensemble. Donc ils ont 3 enfants, 2 grands-enfants qui habitent chez eux une semaine sur 2, et un petit enfant qui maintenant a 6 ans, mais qui au début du tournage en avait 3, quelque chose comme ça. Et Véronique, en fait, elle a toujours eu beaucoup de mal avec la notion de fidélité. Donc c'est quelqu'un qui a toujours eu besoin d'un ailleurs, et voilà, pas forcément pour construire une relation avec quelqu'un d'autre, mais vraiment le besoin de, je sais pas, peut-être de séduire aussi, d'avoir quelque chose qui se passe en dehors de ce dans quoi on s'engage. Et donc depuis le début de sa relation avec Mathieu, elle lui a toujours dit qu'elle ne lui serait jamais fidèle. Mais dans les quelques premières années, disons que voilà, tout était tout feu tout flamme, donc la question ne se posait pas vraiment. Puis ils ont eu un enfant ensemble, et puis bah voilà, le fait d'avoir un enfant qui arrive dans un couple, je pense que c'est aussi un grand bouleversement aussi émotionnel, temporel, qui confronte vraiment les deux membres du couple l'un à l'autre, et où chacun doit prendre des positions, doit décider des choses par rapport à l'enfant ensemble. Et je pense qu'ils ont fait tout ça et réussi aussi à s'épanouir à travers l'enfant qu'ils ont eu. Mais disons qu'assez rapidement, la question justement de cet ailleurs s'est reposée pour Véronique. Et en même temps, dans un premier temps, ils avaient décidé que si jamais elle rencontrait quelqu'un et qu'elle vivait quelque chose à l'extérieur, elle ne le raconterait pas à Mathieu. Et voilà, c'était juste un petit plus. Et inversement, si lui avait la possibilité de vivre quelque chose sur le côté, ben, voilà, un grand bien lui fasse, quoi. Et puis, à un moment donné, elle a rencontré quelqu'un d'autre et elle est vraiment tombée amoureuse de cette personne. Et en fait, elle s'est enfermée dans une situation où pendant 6 mois, elle n'a pas osé lui dire, parce que vraiment, là, il y avait un bouleversement dans sa manière d'envisager les choses, parce qu'elle était vraiment tombée amoureuse de cette personne, quoi. Alex, donc, qu'on ne voit pas ici dans les images. Et donc, au bout d'un moment, elle s'est dit, bah voilà, si je veux vraiment être sincère et être fidèle par rapport à notre relation, si pas physiquement, au moins, je sais pas, dans l'honnêteté et la sincérité qu'on peut avoir vis-à-vis de son conjoint, du coup, elle a décidé de lui dire la vérité. Et en fait, lui a été terriblement soulagé une fois qu'il a su ce qui se passait, parce qu'il pressentait qu'il y avait quelque chose, mais tant que c'était non dit, c'était glauque, et voilà, il se sentait pas dans une situation confortable. Et puis là, voilà, il n'a pas décidé de la quitter, il n'a pas fait une énorme crise, ou il n'a pas claqué la porte, quoi. Et au contraire, il a essayé de la comprendre et de se dire, bah voilà, on a construit pendant des années quelque chose ensemble, et si je lui enlève cette partie d'elle-même, bah, sans doute notre relation ne va pas pouvoir être viable non plus. Et au début, ce n'était pas facile, parce que
en même temps, la situation était très déséquilibrée pour lui, c'est-à-dire que lui, il se disait aussi qu'est-ce que moi j'ai d'autre dans ma vie pour le moment, si ce n'est une femme, que ma femme couche avec quelqu'un d'autre, quoi. Et donc, il a fallu aussi, alors que lui se pose la question de savoir comment ce temps de liberté qui lui était rendu, il allait pouvoir l'utiliser d'une manière qui lui convienne. Et donc il a permis à Véronique de rencontrer de temps en temps cette autre personne-là. Maintenant, elle est toujours engagée dans sa vie familiale. Ils ont une vie de famille, entre guillemets, tout à fait normale, si ce n'est qu'un soir semaine et de temps en temps, elle va voir l'autre personne. Et alors lui a aussi du coup redécouvert cette possibilité d'éventuellement rencontrer quelqu'un d'autre dans sa vie, en sachant que pendant tout un temps, il a nourri quand même une crainte de s'engager lui-même dans une autre relation, parce que comme il a eu moins d'expérience amoureuse qu'elle avant, il se dit que peut-être il n'aura pas la force, s'il tombe amoureux un jour de quelqu'un d'autre, de se dire ok, il y a la possibilité de continuer les deux choses de front et de ne pas plonger complètement dans le fait d'être amoureux d'une nouvelle personne. Et voilà, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il a dépassé quand même tout ça et que son point de vue s'est transformé au cours du temps et qu'il est beaucoup plus serein et beaucoup plus apaisé. Et donc voilà, maintenant ça fait quand même 2 ans et demi, 3 ans que la situation est comme ça et qu'il compte poursuivre cette relation. Alors ça c'est Philippe Michael. Donc Philippe Michael, il a une 50aine d'années, il a rencontré Chantal il y a environ 17 ans. Et quand ils se sont rencontrés, ils avaient déjà passé la quarantaine, lui avait un enfant, elle n'en avait pas. Et la question des enfants ne se posait plus vu qu'ils étaient déjà trop âgés. Et c'était tous les deux, ce sont toujours d'ailleurs je pense des gens très indépendants, qui n'avaient pas spécialement envie d'habiter ensemble. Ils se sont posés à un moment donné la question de savoir s'ils voulaient vraiment habiter ensemble et puis ils se sont dit assez rapidement que la vie quotidienne n'était pas quelque chose qu'ils avaient envie de partager, qu'ils avaient peur de s'user s'ils habitaient ensemble et qu'il valait mieux qu'ils restent chacun chez eux. À savoir que lui en fait habite au centre de Bruxelles et qu'elle habite dans un petit village près de Theux. Donc ça fait quand même 130 km de distance. Ils sont tous les deux profs et donc ils se voient un week-end sur 2, voire un peu moins parfois. Et alors par contre, comme ils sont tous les deux profs, ils ont les 2 mois de vacances scolaires. Et donc pendant les 2 mois de vacances scolaires, là, ils essayent vraiment de se ménager un temps où ils décident de partir tous les deux en Suisse. Parce qu'ils ont l'habitude d'aller dans un chalet, donc là tu peux peut-être avancer, voilà, ça c'est le train, donc ils prennent chacun le train pour aller se rendre visite. Voilà, là on est en fait dans un maya, donc c'est un petit relais d'alpage qui se trouve dans la montagne suisse. Et donc là c'est un tout petit espace de 20 mètres carrés où il n'y a ni l'eau ni l'électricité et où ils essayent souvent d'aller pendant 1 mois durant l'été et où ils vivent quelque part un quotidien mais un peu extraordinaire on va dire puisque c'est complètement dégagé de toutes les contraintes de la vie matérielle et de travail etc. Qu'on a habituellement. Et donc eux j'ai envie de dire qu'ils ont choisi finalement une manière de fonctionner qui fonctionne un peu sur le manque et les retrouvailles, quoi. Avec tout ce que ça peut impliquer, c'est-à-dire qu'à la fois ils sont souvent très contents de se retrouver, mais il y a aussi tout un moment de réadaptation quand on n'a pas vu l'autre depuis 1 semaine ou 2. On n'a pas partagé les mêmes choses pendant la semaine, on n'est peut-être pas du tout dans le même état d'esprit, on n'a pas suivi l'autre au quotidien, et donc il faut comme ça se réadapter à l'autre. Et puis alors, en vieillissant, ils ont commencé quand même à se poser un tout petit peu la question de savoir s'ils n'habiteraient pas ensemble, parce que notamment Chantal en fait est plus âgée que Philippe Michael, elle a au moins 5 ou 6 ans plus que lui, et donc elle est proche de la retraite, et en vieillissant elle dit voilà, je me rends compte que voilà, les angoisses liées à la vieillesse, à la mort, etc. me travaillent plus, et le fait d'habiter seule devient moins confortable qu'avant. Et même si j'ai envie de garder mon indépendance, mes relations, mes amis, etc., on se pose quand même la question. Et puis donc, depuis 1 an et demi, plus ou moins, ils se sont dit que peut-être ils allaient
commençaient à chercher un endroit pour habiter ensemble. Et donc les derniers tournages qu'on a faits, ils avaient en fait trouvé une maison qu'ils avaient envie d'acheter. Et donc voilà, ils ont acheté cette maison qui est à Theux. Donc Philippe Michael va continuer à faire les trajets vers Bruxelles pour travailler à Bruxelles. Et voilà, ils ont emménagé toutes leurs affaires ensemble. Et donc ici, il y a un dernier tournage qui est prévu pour voir un peu comment se passe leur vie dans cette maison. Et alors ils ont décidé de partager la maison en 2 étages, où chacun garde plus ou moins son étage, où chacun a quand même la possibilité d'avoir sa chambre s'ils n'ont pas envie de dormir ensemble. Voilà, donc c'est le besoin d'indépendance et d'avoir un espace qui est vraiment dédié à soi, qui est important avec eux. Donc voilà, c'est tous les couples qui sont présents dans le film. Alors maintenant j'ai peut-être un peu envie de parler du processus, parce que donc si le film effectivement il parle à la fois de l'amour mais aussi du temps qui passe, le temps il a aussi été très important dans la manière dont on a construit notre relation, donc je veux dire ma relation à moi avec celle des protagonistes au cours des tournages, puisque ça a été, même pour les personnes que je connaissais bien, en fait une longue approche où d'abord j'ai été faire des entretiens sonores pour un peu balayer toute leur manière d'envisager l'amour depuis qu'ils étaient petits jusqu'à aujourd'hui. Et puis alors là-dedans, voilà, j'ai commencé à tailler, à me dire ah oui ça m'intéresse, ça m'intéresse moins. Puis petit à petit, on a commencé à filmer des moments de vie quotidienne, à faire des entretiens, à filmer, pour aller alors jusqu'à filmer aussi des moments plus d'intimité, parce que moi une dimension qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est le toucher. Et donc c'est vraiment en fait le temps qui a permis aussi aux gens de révéler. De se révéler avec sincérité aussi, j'ai envie de dire, dans le film. Ce qui n'a pas été évident, puisque à la base, moi, quand j'ai commencé à les filmer, je ne pouvais que pressentir des choses, mais je ne pouvais jamais imaginer que mon meilleur ami allait être séropositif et que Véronique allait se lancer dans une relation avec quelqu'un d'autre, quoi. Et donc, et puis alors, quand ça leur est arrivé, il a aussi fallu tout un moment avant que eux ne soient d'accord d'en parler, quoi, et d'en témoigner dans un film qui va être vu peut-être par leurs parents ou par d'autres personnes qui ne connaissent pas. Et donc voilà, voilà, c'est le travail qui m'anime aujourd'hui. Et donc là, le montage va commencer. Donc la matière a été synchronisée et pour le mois d'avril 2016, je dois monter une 40aine de minutes pour aller à un festival Vision du réel en Suisse qui va me permettre normalement d'avoir le regard de toute une série de professionnels autour des 40 minutes que j'aurai présentées, de manière à pouvoir améliorer le montage et voilà, pouvoir mener à bien le travail qui m'attend. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire.